Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps et de plonger dans l'univers de la santé à l'époque de la Grèce antique avec Anne Lagière, naturopathe et docteur ès lettres classiques de l'université Paris-Sorbonne. Anne s'est d'abord consacrée à la recherche universitaire en littérature antique avant de se tourner vers la naturopathie. Nous allons donc parler de son livre « Aux sources de la naturopathie » qui explore les liens entre la pratique de la médecine à l'époque d'Hippocrate et celle de la naturopathie contemporaine. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur votre plateforme de téléchargement si vous appréciez ce podcast. Alors bonjour Anne, bienvenue Bonjour. sur le podcast La Santé par Nature. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu voudrais bien nous parler de ton parcours et comment tu en es arrivé à être naturopathe? Alors, je pense comme la majorité de nos confrères, c'est une reconversion, hein. Ma formation initiale était une formation en lettres classiques. Donc, j'ai étudié le grec ancien, le latin, la littérature et la philosophie antique, et j'ai été chercheur dans ce domaine. J'ai beaucoup aimé ce travail de recherche, hein, mais c'était un travail qui restait séparé de la vie réelle. Donc c'était un travail que je ne pouvais pas incarner, puisque évidemment, dans une approche universitaire, c'est une approche purement abstraite et intellectuelle. Alors j'ai décidé de me reconvertir, et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait ce manque d'incarnation. Ensuite, parce que déjà, il y avait une certaine dégradation des études supérieures, évidemment. On veut que de l'utile et du rentable. Et après aussi parce que j'avais envie d'un mode de vie plus sain et d'un métier qui ait du sens. Donc, je suis allée à une réunion d'information de l'ISUPNAT. Et pour des raisons géographiques, en fait, hein, parce que j'étais à la Sorbonne, l'ISUPNAT, c'est à côté, voilà. Mmh. Et là, j'ai été complètement emballée parce que je me suis rendu compte que la naturopathie, c'était une manière de vivre, une véritable philosophie de vie et finalement une philosophie de vie qui était euh, la mise en pratique de ces philosophies de l'Antiquité que j'avais étudiées et que j'arrivais pas à incarner. D'accord. Donc, donc là, je me suis inscrite, voilà. D'accord. Donc ISUPNAT, hein, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est une école de naturopathie, euh, que j'ai faite également. Donc tu es sorti de l'école en quelle année? C'était l'année Covid, hein, donc c'était 2019, je pense. Ouais. 2020, Ah non, non, je pense 2020 2020, oui, plutôt. Ouais. ouais, t'as raison, ouais, 2020. On a 2019, c'était commencé, c'était pré-Covid. pas, oui, mais c'est ça, c'était pas encore le Covid, on a eu le Covid au milieu. Ouais. Ça marche. Quelles sont les autres approches de santé naturelle que tu pratiques? Alors, en fait, j'essaie d'avoir une approche vraiment holistique, Mhm. donc qui prenne en compte tous les plans de l'être, hein, ce qu'on nous apprend en école de naturopathie, c'est-à-dire le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le spirituel. Donc, pour cela, je propose des soins énergétiques. Donc, avec certaines pratiques de magnétisme comme couper le feu, qui est bien D'accord. pratique, Mhm. Mhm. et surtout des soins Reiki. Ok. Donc, j'ai été formée dans 3 traditions différentes du Reiki. Et en fait, c'est une approche qui me plaît beaucoup parce que je pense que c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que devaient être les pratiques énergétiques dans le monde antique. Parce qu'en fait, le fond culturel et spirituel du Reiki, c'est d'une part le shintoïsme et d'autre part le bouddhisme. Et donc le shintoïsme, c'est une religion animiste, comme l'était la religion païenne gréco-romaine. Et le bouddhisme, c'est quand même assez proche de certaines philosophies antiques, notamment du platonisme. Hmm.
Donc là, je pensais que c'était vraiment un bon moyen. Donc je fais ces soins-là, je fais des soins Reiki. Euh, Ensuite, pour tout ce qui est de la sphère émotionnelle, j'utilise beaucoup les fleurs de Bach. Ok. Je pense que le docteur Bach a vraiment créé quelque chose d'incroyablement efficace pour les problèmes émotionnels, avec une philosophie qui est très claire, très simple et aussi très proche de la vision antique du monde. Ensuite, j'utilise aussi les élixirs de cristaux pour des problématiques un petit peu différentes, parce que là, c'est plus pour tout ce qui est le plan structurel, spirituel, pour des évolutions longues, où c'est important d'être accompagné, d'être soutenu. Et la dernière pratique que j'ai rajoutée, c'est l'astrologie. Ah, Donc d'accord, ok, je savais pas. j'ai rajouté l'astrologie à cause d'Hippocrate, hein, toujours parce que Hippocrate dit que l'astronomie est très importante en médecine, ce qui peut surprendre aujourd'hui, mais qui n'était pas étonnant à l'époque, hein. Alors quand on parle d'astronomie dans l'Antiquité, en fait, c'est l'équivalent de l'astrologie aujourd'hui, parce que ce qu'on étudie, c'est l'influence des astres sur nous et donc sur notre santé. Donc ça, c'est mes autres approches. Mais en Ok. fait, je les considère pas forcément comme des approches différentes. Enfin, pour moi, ça fait partie de la naturopathie parce que ça permet d'avoir cette approche holistique. Oui, global. Mhm. Ouais. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Aux sources de la naturopathie. Est-ce que tu voudrais bien nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire et de quoi il parle? Alors, je dirais que je l'ai écrit principalement pour deux raisons. La première, c'est mettre mes connaissances de chercheur au service de la naturopathie. J'avais envie de découvrir quel était le lien entre Hippocrate et la naturopathie. Parce que, bon, dans les écoles de naturo, hein, comme tu sais, on nous parle d'Hippocrate. Mais souvent, ça se résume à quelques citations. Malheureusement, souvent des citations qui sont fautives ou inventées. Et, euh, et je voulais vraiment savoir si c'était vrai, s'il y avait un lien. Et quand ces citations étaient vraies, quel était leur contexte? Parce qu'on Mhm. n'avait pas du tout la même vision du monde à l'époque. Donc j'ai voulu questionner ce lien-là entre Hippocrate et la naturopathie contemporaine, entre aussi plus largement le monde antique et la naturopathie. Et ça m'a permis en fait de mettre en évidence toute une histoire de la tradition de la médecine naturelle et une tradition occidentale. Mhm, mhm. Euh, Puis ensuite, la deuxième raison, c'est la crise que traverse actuellement la naturopathie, puisque la naturopathie est quand même aujourd'hui de plus en plus mal comprise, dévoyée, dénaturée, critiquée souvent pour des raisons absurdes. Et généralement, aujourd'hui, on veut la réduire à des techniques physiques. On veut faire de l'allopathie verte, en fait, hein. Ce qu'on appelait avant la naturothérapie, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative. Et cela, en fait, parce qu'il y a une méconnaissance des principes et de l'histoire. Donc, je trouvais important de connaître sur quelle philosophie repose la naturopathie pour voir quelle vision du monde elle porte. Donc c'est ça. Donc mon livre parle de la médecine hippocratique, de ce qu'était la santé pour les anciens. Il parle de l'histoire et de la genèse des grands principes de la naturopathie, c'est-à-dire vitalisme, humorisme, hygiénisme, causalisme, holisme. Il montre l'héritage de la pensée antique sur les différents plans que va considérer le naturopathe, physique, énergétique, émotionnel, spirituel. Et voilà, il s'intéresse à cette vision du monde dans laquelle a pu s'élaborer l'hygiénisme. Et je trouve Ok. ça d'autant plus intéressant que cette vision n'est pas celle qui domine aujourd'hui. Mhm, mhm, mhm. Alors éventuellement, je renvoie au podcast numéro 8 de La santé par nature où j'explique justement ce qu'est la naturopathie et ses fondements. Euh, est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots comment Hippocrate abordait la santé et de quelle manière est-ce qu'il traitait les personnes qui venaient le voir? Alors, pour Hippocrate, la santé se définit
comme un état d'équilibre entre les différentes humeurs de l'organisme. C'est donc une médecine qui repose sur l'humorisme Mhm. et qui recherche une harmonie globale. Alors, tu peux rappeler vite fait ce que c'est que l'humorisme? Alors l'humorisme, c'est les liquides organiques. D'accord. Donc, effectivement, tous les liquides, le sang, la lymphe, Alors etc. chez Hippocrate, le système dominant, c'est le système quaternaire, c'est-à-dire avec le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Ok. On a ce système des quatre humeurs. Donc la santé, c'est l'état d'équilibre. Et donc la maladie, c'est un déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a une humeur qui va être en excès ou une humeur qui va faire défaut. Euh, donc pour établir l'harmonie, on va rechercher la cause du déséquilibre. Et cette recherche des causes, c'est la grande caractéristique de la médecine hippocratique, hein, le causalisme. Selon Hippocrate, absolument rien ne se produit au hasard. Si on est malade, c'est qu'il y a une cause rationnelle à cela. Et en fait, dans l'organisme, se produit par un enchaînement de causes et d'effets. Et cet enchaînement peut se comprendre par la raison. Donc, on va chercher la cause première de la maladie en se fondant sur le raisonnement. Alors, où est-ce qu'on trouve cette cause? Selon Hippocrate, cette cause est à découvrir dans le mode de vie de la personne. Et c'est pour ça que la médecine hippocratique est une médecine hygiénique. Et c'est pour cela qu'on va prescrire une réforme de l'hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, à l'époque, ça se dit diaïta, hein, c'est-à-dire le régime. Mhm. Et c'est une hygiène de vie qui est extrêmement individualisée, puisqu'on va prendre en compte l'âge de la personne, sa constitution, son activité, ses émotions, son lieu de vie, la saison, et aussi la position des astres, hein. J'en parlais tout à l'heure de l'astronomie. Donc cette réforme va concerner l'alimentation, le juste équilibre entre l'activité physique et le repos, on fait attention au sommeil, hein, les bains, la respiration, le lieu de vie, l'émotionnel. Donc, comment y traiter les personnes? En fait, comme tout est un enchaînement de causes et d'effets, le médecin hippocratique ne fait pas un simple diagnostic. Il est capable de faire un pronostic. Comme il comprend cet enchaînement, il est capable de dire le présent, mais aussi le passé et le futur de la santé de ses patients. Il fait des prédictions. Et ce pronostic va reposer sur une observation extrêmement minutieuse de l'individu. C'est-à-dire qu'il va observer sa manière de respirer, ses gestes, son aspect, l'éclat de son regard, l'état de son teint. Et évidemment, il y a toute une analyse des évacuations, hein, les urines, les selles, les sueurs, flatulences, les crachats. Et toute cette observation permet de faire une synthèse des signes favorables et défavorables dans le but de faire un pronostic, qui est une prédiction de l'évolution d'état du malade. Et donc, ce pronostic va permettre au médecin de fixer l'hygiène de vie de son patient. C'est donc une médecine qui est fondamentalement hygiénique. Alors, bien sûr, tout ne se règle pas avec l'hygiène de vie, hein. On a toujours ces trois parties où on a le régime, la pharmacopée et la chirurgie en médecine. Mais la partie la plus importante de la médecine, c'est l'hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie. Mhm. Alors, je précise aussi que dans cette pratique, il y a une grande importance qui est accordée à la déontologie. Évidemment, je pense que des textes d'Hippocrate, le plus célèbre, ça doit être le serment d'Hippocrate. Il y a d'autres textes aussi qui parlent de la bienséance, hein. Le médecin doit vraiment être exemplaire, agréable avec son patient, il n'y a aucune attitude déplacée qui est tolérée ni envers les femmes, ni envers les hommes, ni envers les esclaves, hein. On a déjà cette idée du secret médical et on a cette injonction à être utile et ne pas nuire. Euh, Puisque bon, on est à une époque où il n'y a pas de réglementation, hein, de la profession médicale. Mais par contre, on a cette déontologie et bien sûr, si un médecin commet une faute, là, il perd toute réputation. Ok. Et alors, on cite souvent une phrase qu'aurait dite Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament, alors qu'apparemment, bon, il n'aurait jamais écrit ça. Non, il a jamais écrit. En revanche, c'est vrai qu'en lisant ton livre, on se rend compte qu'il accordait quand même une place majeure à l'alimentation dans son approche, c'est ça?
Oui, mais ce qui est important de voir, c'est que l'alimentation compte parce que l'alimentation influe sur les humeurs. Ouais. Et il faut pas le séparer de ça, à mon avis. Parce que si on dit tout court que l'aliment, c'est ton premier médicament, on va le penser avec notre approche actuelle. Mhm, mhm. Alors qu'il faut vraiment penser que l'aliment influe sur l'équilibre des humeurs parce que l'aliment va agir sur les humeurs et il va agir différemment selon son mode de préparation. Et tout ça va agir sur une harmonie qui est globale, hein, une harmonie globale de l'organisme. Mhm. Et Mais puis, pas, ouais. non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, non, je veux dire qu'après, cette phrase, non, elle n'est pas dans le corpus hippocratique. Voilà. Non, mais j'ai lu dans ton livre que, en fait, a priori, il disait, Hippocrate, que euh, l'alimentation est hyper importante parce qu'on se nourrit plusieurs fois par jour toute sa vie. Ouais. Et alors que si jamais on a des médecines, entre guillemets, à prendre, on peut pas les prendre toute sa vie. Ça va être très ponctuel pour se purger ou ce genre de choses. Mm, mm. Donc, d'où l'intérêt de l'alimentation, puisque vraiment, bah, voilà, c'est au quotidien, toute sa vie. Oui, bien sûr. Bah, de toute manière, la cause du déséquilibre est à trouver dans le mode de vie. Mhm. Donc, ça peut pas se résoudre avec un médicament. C'est ça. Est-ce que puisqu'on reste sur l'alimentation, là, est-ce que la cuisson des aliments était plutôt vue positivement ou non? Alors oui, elle était vue positivement à l'époque, hein, donc je suis désolée, oui. Hippocrate n'était pas un adepte de Un l'alimentation crudivore, crue, ouais. voilà. Et même il considérait que la cuisson de l'alimentation, c'était l'origine de la médecine. Ah, d'accord. Ok. Il considérait que l'alimentation crue rendait malade et donc que quand on avait inventé la cuisson, bah, c'était les débuts de la médecine en fait. Ok. Et pourquoi est-ce qu'ils considéraient ça? Parce que les aliments étaient souvent avariés à l'époque, à cause du manque de conservation, ce genre de choses? Bah, je sais pas si c'était avarié, mais il y avait l'idée que bah, c'était archaïque le cru, donc Ah oui, donc d'accord. c'était une saine évolution d'avoir la cuisson. Ok. Est-ce qu'on pratiquait le jeûne à l'époque? Alors on pratiquait le jeûne effectivement, hein. Donc Hippocrate recommande le jeûne dans certains cas. Donc il préconise des restrictions alimentaires, hein, plus ou moins fortes selon l'état du malade. Mhm. Comme toujours, hein, c'est extrêmement individualisé. Donc ça dépend de la constitution du malade, de son état, mais effectivement, oui, on pouvait prescrire le jeûne, ouais. D'accord, ok. Bah, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est vraiment très individualisé. Quand un naturopathe recommande à un client de jeûner, bon bah il prend en compte vraiment l'énergie vitale de la personne, etc. quoi. On lance pas quelqu'un dans un jeûne comme ça s'il n'a pas les capacités de le faire, quoi. Oui, bien sûr, mais ça c'est un héritage important Mm. d'Hippocrate, hein, cette Mm, mm. individualisation. Vraiment, chez Hippocrate, il n'y a aucun aliment qui est bon ou qui est mauvais. Tout dépend de la situation de la personne, de l'état de ses humeurs. D'accord. Et alors, on dit souvent que toutes les maladies commencent dans l'intestin. D'ailleurs, on pense que c'est Hippocrate qui aurait dit ça également. Mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit, d'accord. Est-ce qu'il avait quand même compris le lien entre l'intestin et le cerveau? Est-ce qu'il connaissait déjà la présence d'un microbiote, par exemple? Ben, en fait, c'est-à-dire que comme il a une approche tout le temps globale, il n'y avait jamais un organe qui était considéré de manière isolée, comme on le Hmm, fait aujourd'hui. Donc, c'était pas possible de dire toute maladie commence dans l'intestin. Parce que tout est un équilibre dynamique et global de l'organisme qui, en plus, est en lien avec l'environnement. Donc, on ne peut pas se centrer sur l'intestin. Après, l'importance de l'intestin, hein, ça a pu être mis en évidence, par exemple, par Platon, hein, qui décrivait la composition tripartite de l'âme, avec une partie située dans le bas-ventre, hein. Donc là, on rejoint ça, mais c'était toujours dans l'idée d'une harmonie globale. hmm, Donc on ne peut pas penser juste l'intestin. d'accord. Donc, on remet de la complexité. Bah, de la globalité en tout cas. Hmm, hmm. Et alors, j'imagine que Hippocrate n'était pas le seul à avoir cette vision-là, à exercer comme ça. Donc, pourquoi est-ce que son nom pourquoi est-ce que c'est son nom qu'on a retenu à travers les âges? Est-ce qu'il a eu des disciples?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la toute première, c'était que Hippocrate était extrêmement connu de son vivant, déjà. Donc, il était un médecin itinérant et on sait que plusieurs cités lui ont rendu hommage, comme Athènes. Ensuite, on sait qu'il était connu parce que son nom apparaît chez Platon, où il est présenté comme le médecin le plus renommé de son temps. Donc, je rappelle que Hippocrate, en fait, est un contemporain de Socrate et de Platon. Et en plus, Hippocrate était tellement célèbre et réputé que même le roi de Perse a voulu s'offrir ses services en lui promettant beaucoup d'argent. Alors, ça veut dire qu'il était connu même au-delà du monde grec. Et Hippocrate a refusé par patriotisme, puisque les Perses étaient les ennemis des Grecs. Donc ça, c'est la première raison, hein. Il était déjà extrêmement célèbre. La deuxième raison, c'est que de nombreux traités hippocratiques nous sont parvenus. On a une soixantaine de traités, donc ça compte, hein. Hippocrate n'aurait sans doute pas eu la même importance si on n'avait rien gardé de lui. Alors, quand je dis ces traités d'Hippocrate, en fait, Hippocrate n'était pas le seul auteur de tous ces textes, hein. On appelle ces textes le corpus hippocratique. Et clairement, il n'y a pas un seul auteur parce qu'il y a des différences de vocabulaire, il y a aussi des divergences de doctrine. D'ailleurs, dès l'Antiquité, on considérait qu'Hippocrate n'était pas l'auteur de tous ces textes, mais qu'il y avait d'autres écrits qui avaient été rédigés par ses disciples. Donc oui, il avait des disciples. Mais bon, malgré ces différences, on peut dégager une même approche, une certaine communauté de pensée, ce qui permet de parler de médecine hippocratique et d'école de Cos, hein. C'est là qu'est né Hippocrate. Donc Hippocrate avait des disciples et leur enseignait la médecine, et c'est comme ça que se transmettait l'art médical en Grèce antique. Il y avait un maître et des disciples. Après, je pense qu'il y a encore une autre raison à la postérité d'Hippocrate, et qui est Galien. Donc Galien, c'est un médecin grec du IIe siècle après Jésus-Christ. Et je pense qu'il a joué vraiment un grand rôle dans la postérité de la médecine hippocratique, déjà parce qu'il a beaucoup commenté les œuvres d'Hippocrate. Ensuite, parce qu'il se pose lui-même en héritier d'Hippocrate, qu'il admire énormément. Et puis parce que là encore, beaucoup de textes nous sont parvenus de Galien. Alors, beaucoup de textes, mais en fait peu comparé à tout ce qu'il a écrit, mais on a quand même conservé au moins 120 traités de Galien, ce qui est quand même pas mal. Mhm. Effectivement. Est-ce que tu sais si à l'époque il y avait d'autres courants médicaux que le courant hippocratique et d'autres manières de prendre soin de sa santé? Oui, oui, bien sûr. Alors, il y avait différents courants médicaux, il y avait différentes écoles qui s'affrontaient avec beaucoup de virulence, hein. On se traitait de charlatans. D'autant plus que les Grecs se plaisaient beaucoup à pratiquer l'art oratoire. Donc, c'était une époque où on avait vraiment le goût de la polémique et de la polémique violente. Après, ce que je trouve très, très intéressant pour nous, c'est qu'en fait, dans ces différents courants médicaux, on avait déjà en germe l'opposition entre allopathie et naturopathie. À travers notamment l'opposition entre deux grands courants médicaux qui étaient la médecine logique et la médecine empirique. Alors, la médecine logique, c'est celle d'Hippocrate, dont hérite la naturopathie. C'est-à-dire que c'est une médecine qui est fondée sur la connaissance de la nature afin de déterminer ce qui est conforme à la nature ou ce qui ne l'est pas. Et elle recherche la cause des maladies, hein, c'est une médecine du pourquoi, fondée sur le causalisme, et à partir des causes, elle établit une cure individualisée. Et dans cette médecine logique, c'est la raison qui prime sur l'expérience. Après, on a la médecine empirique. Donc la médecine empirique, c'est celle dont va hériter l'allopathie. Elle rejette la connaissance de la nature et elle va se concentrer sur les seuls symptômes du malade. Et elle va appliquer le traitement qui correspond à ces symptômes. Ce qui veut dire que ce n'est plus une médecine individualisée. Mm. Et elle ne recherche pas systématiquement les causes, mais elle se contente de reconnaître une symptomatique. Donc, pour décider des soins à donner, elle va s'appuyer sur l'histoire des symptômes qu'on a déjà observés et sur l'histoire des remèdes qu'on a déjà expérimentés. Donc, il n'y a pas de compréhension rationnelle, ni des causes de la maladie,
ni de l'action des remèdes. Et elle est entièrement fondée sur l'expérience. Donc ça, c'est les deux grands courants médicaux. Ok. Et après, donc ça, c'est les courants médicaux, mais il y a encore une autre manière de se soigner dans l'Antiquité que je trouve passionnante, c'est la médecine des sanctuaires. Alors, il y avait des sanctuaires qui étaient consacrés à des divinités guérisseuses, notamment bien sûr à Asclépios, le dieu de la médecine, et qui étaient de véritables centres de santé holistiques. Holistique parce qu'on y mêlait des techniques physiques, des techniques énergétiques, on avait des eaux guérisseuses, émotionnelles et spirituelles avec toute la ritualité religieuse, hein, parce qu'on était quand même dans la maison du Dieu, donc il y avait toute une charge émotionnelle. Alors, il y a des. Alors, on a appelé les sanctuaires consacrés à Asclépios des Asclépéiones, hein. Il y en a de très célèbres à Épidore, à Pergame. Et dans ces sanctuaires, on trouvait un grand centre de santé. Il y avait le temple du dieu, il y avait une bibliothèque, il y avait un théâtre, il y avait un gymnase, il y avait une piscine, il y avait des bâtiments de cure. Donc, tout ce qu'il faut pour une hygiène globale du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors, dans ces sanctuaires, ce que faisaient les malades, c'est qu'ils faisaient une suite de purification, puis ils passaient la nuit dans le sanctuaire. Et pendant cette nuit-là, le dieu Asclépios leur rendait visite dans leurs rêves et il pouvait soit les guérir directement, soit leur donner des instructions à suivre pour guérir. Et généralement, il s'agissait d'instructions concernant l'hygiène de vie. Hmm. Voilà. Et puis, il y avait aussi des médecins qui étaient présents dans le sanctuaire pour aider à l'application des instructions du dieu. Est-ce que le thermalisme aujourd'hui, ça pourrait se rapprocher un petit peu de cet esprit-là? Bah, le thermalisme était présent dans ces sanctuaires. Mais après, nous, on a une vision beaucoup plus matérialiste du Hmm. thermalisme. Hmm. Parce que là, ils faisaient du thermalisme avec l'eau sacrée du dieu. Donc, ça avait une toute autre dimension. Hmm. Hmm. Et alors, en quoi est-ce que la naturopathie moderne se rapproche ou s'éloigne de la conception de la santé d'Hippocrate? Par exemple, j'ai été assez surpris d'apprendre en lisant ton livre que la notion d'énergie vitale, bah, qui est primordiale dans l'approche naturopathique de la santé, puisqu'elle est nécessaire au phénomène d'auto-entretien, d'auto-guérison, elle avait, malgré ce qu'on pourrait penser, pas vraiment été théorisée en tant que telle par Hippocrate. Je crois qu'il parlait plutôt de pneuma, enfin de la respiration et de cette énergie via la respiration, non? Oui, c'est-à-dire chez Hippocrate, ce qu'on a, c'est plus une énergie. Alors, une énergie qui va être apportée par le souffle, mais qui n'est pas vraiment la force vitale telle qu'on l'entend en naturopathie, parce que la force vitale en naturopathie, c'est un principe immanent qui est intelligent et qui va agir. On ne trouve pas ça chez Hippocrate. Chez Hippocrate, ça serait plus l'énergie, je pense, qui se rapproche davantage de ce qu'on peut appeler le ki Mhm. dans les médecines orientales. Mais on a aussi l'idée que le pneuma est très concret chez Hippocrate, hein. Il est identique au vent. C'est-à-dire que euh, ça reste un souffle de l'air qui peut aussi être vicié et apporter quelque chose de mauvais. Alors que la force vitale en naturopathie, c'est pas ça. La force vitale ne peut pas être mauvaise, hein. C'est un Mhm. principe immanent, intelligent, qui permet l'auto-guérison. Ouais, Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été apporté par la médecine pneumatique. Alors là, c'est encore un autre courant de la médecine, mais on reste quand même dans la famille de la médecine logique. C'est-à-dire que la médecine pneumatique, c'est la rencontre entre la médecine hippocratique et la philosophie stoïcienne. Donc il y a ok. quand même cette origine de la médecine hippocratique, parce qu'on reste dans la médecine logique, cette importance accordée au causalisme, à la raison, mais ça va rencontrer la philosophie stoïcienne qui, elle, apporte cette idée qu'il y a un principe actif, immanent à l'organisme et immanent à la nature entière qui est parfaitement intelligent. D'accord. Qu'est-ce que le bonheur selon Hippocrate?
Est-ce qu'on parlait déjà de moment présent ou de méditation à l'époque? Euh, alors, la notion de bonheur, on la trouve pas vraiment chez Hippocrate, pas directement en tout cas, mais c'est quand même lié à la notion de santé, parce que la santé est globale. Donc, la santé comprend aussi les pensées, les émotions, tout est l'équilibre des humeurs. Donc, en fait, on a quand même l'idée que le bonheur, c'est un état d'équilibre. Et Hippocrate baigne dans une époque, dans un contexte où on considère que le bonheur, c'est ce qu'on appelle l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. L'absence de trouble et un état d'harmonie avec tout ce qui nous entoure. Puisqu'en fait, dans l'Antiquité, il faut bien voir que nous sommes une partie du tout. Hmm. Et comme on est une partie du tout, on doit être en harmonie avec le tout. On doit être dans cet état d'équilibre. Et le bonheur, c'est cet état d'équilibre. Et pour avoir cet état d'équilibre, on doit être dans l'absence de trouble. Donc c'est un bonheur qui est extrêmement simple en fait. Euh, Est-ce que l'art avait une place dans la médecine à l'époque? Alors l'art avait une place dans la vie, je dirais. Donc l'art était extrêmement important à cette époque-là. Et en plus, c'est une époque où l'art est imitation de la nature. C'est-à-dire que l'art est là pour imiter l'harmonie de la nature. Et la santé, c'est un état d'harmonie qui est identique à l'harmonie de la nature. Donc en fait, tout est lié par cette idée d'être en harmonie avec la nature. Et alors après, oui, alors il y a un passage où les arts interviennent chez Hippocrate quand il parle du théâtre, où il recommande d'aller voir des pièces de comédie pour être en bonne santé. Ben, D'accord, excellent. Hmm. et là, donc là, on a cette que oui, l'art va agir sur la santé. Et que si on n'y va pas, on peut tomber malade. Donc vraiment, l'art, oui, bien sûr que l'art a une influence. Tout a une influence, puisque tout est lié en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser que là, on parle d'art, mais en fait, à cette époque, il y avait quand même une grande partie de la population qui était esclave ou peut-être qui n'avait pas accès à ce genre bah, à l'art notamment. Euh, à qui elle s'adressait cette médecine hippocratique finalement? Plutôt aux gens aisés? Bah, je ne sais. Non, honnêtement, je ne pense pas, parce que en fait, faut voir que il y avait de la médecine privée et de la médecine publique. Le médecin public, c'était un médecin qui était recruté par la cité. Alors après, je ne sais pas si les esclaves avaient accès à cette médecine-là, mais en tout cas, on pouvait avoir accès à une médecine publique, je pense, dans certains cas gratuitement, hein, comme on pouvait avoir accès gratuitement au théâtre, hein. Mhm, mhm. Après, pour les esclaves exactement, honnêtement, je ne sais pas. Mais en même temps, je te dis ça, mais je pense que oui, dans le serment d'Hippocrate, on parle des esclaves. Donc, il y a l'idée que le médecin peut rencontrer Ouais, des esclaves. Donc, d'accord. euh, c'est-à-dire que, ouais, l'esclavage en Grèce, hein, ça n'a rien à voir avec l'esclavage moderne, hein. On est esclave, on est affranchi. C'est pas un statut lié à une essence. C'est une condition sociale à un moment qui peut évoluer. Donc après, je ne sais pas si s'il y avait une médecine pour les esclaves. Mhm, mhm. Ok. Et alors, certains pourront dire oui, c'est intéressant tout ça, mais c'était il y a plus de 2000 ans. Heureusement qu'on a fait des progrès techniques depuis pour soigner les gens correctement. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ben, je sais pas. Est-ce que les gens vivaient moins bien à l'époque? Hippocrate a vécu jusqu'à 109 ans, alors bon, bah, je Ah, sais pas. d'accord. Bah, c'est-à-dire que oui, dans la modernité, on a cette vision du progrès.
Et souvent, on a ce choix entre le progrès et l'harmonie. Ouais, qu'est-ce qu'on préfère? Je ne sais pas si on vit mieux aujourd'hui. Je ne sais pas si on est plus heureux aujourd'hui. Mm, mm. Et juste, Euh, Tu vois, même l'espérance de vie, c'est intéressant parce qu'on dit toujours on a amélioré l'espérance de vie. Bah, c'est-à-dire qu'on a surtout amélioré la mortalité infantile. mhm, Si on ne tient pas compte de la mortalité infantile, je ne sais pas si on a amélioré l'espérance de vie et surtout si on a amélioré l'espérance de vie en bonne santé. mhm, ouais. Et du coup, bah, alors tu parlais du serment d'Hippocrate tout à l'heure, qui est repris aujourd'hui dans la médecine allopathique, mais Ouais. d'après toi, pourquoi est-ce que la médecine s'est petit à petit détournée de cette manière globale, holistique de considérer la santé? Ben, à mon avis, la médecine s'en est détournée parce que la relation de l'homme à la nature a changé. Dans le monde païen, on pensait tous sur le mode de la totalité parce qu'en fait, on avait une vision animiste du monde, que ce soit dans la religion polythéiste comme dans la philosophie. On avait cette idée que la nature entière est parcourue par une âme, la nature est divine, la nature est sacrée. Et comme je disais tout à l'heure, l'homme est une partie du tout. Donc tout est lié, tout est ordonné. Il y a une continuité de l'animalité et l'animalité va comprend les dieux, les hommes, les autres animaux. Les dieux étaient dans la nature, pas en dehors de la nature. Donc tout était pensé et appréhendé sur le mode de la totalité. Hein, on pensait tout le temps ces liens d'interdépendance. Donc à mon avis, la première étape de cette évolution, c'est la disparition de la religion païenne, enfin, qui est remplacée donc à la fin du IVe siècle par le christianisme. C'est-à-dire qu'on passe d'une nature divine à une nature qui est créée par un Dieu extérieur à elle. Donc la nature, elle devient une chose créée, et une chose créée en vue de l'homme. La nature n'a pas d'autre fonction à partir de là que d'être au service de l'homme. Et on adopte une vision anthropocentrique. Mhm, Et l'homme, en plus, dès lors, a une dignité particulière parce que il est créé à l'image du Dieu, pas comme le chat, le chien, le cheval. Donc, il est différent des autres animaux, et c'est là où les autres animaux deviennent les animaux. Et ce qui est paradoxal, c'est que animaux, ça vient de anima, qui veut dire l'âme, hein, ça voulait dire celui qui possède une âme, et à partir de là, les animaux, ce sont ceux qui n'ont plus d'âme. Et l'homme est appelé à régner sur la nature, à la dominer et à l'exploiter pour ses besoins à lui. Donc ça, pour moi, c'est une première étape qui est importante parce que c'est une étape spirituelle. La deuxième étape, c'est le mécanisme au XVIIe siècle avec Descartes, Galilée, Newton. Comme la nature est une chose créée, on va pouvoir la considérer comme une machine dont on peut étudier les mécanismes. Et c'est ainsi que va naître la fameuse théorie des animaux-machines de Descartes, où on considère que les autres êtres vivants sont des machines dont on peut étudier les mécanismes. Il n'existe aucune... dans ce système-là, il n'y a aucune force vitale, en fait. Seul l'homme possède une âme, et donc on a un mécanisme qui est totalement opposé à l'animisme ou au vitalisme. Et bien sûr, ce mécanisme va s'appliquer peu à peu en médecine, puisque le courant médical qui va dominer, c'est le courant médical qu'on appelle iatrophysique. Donc la médecine iatrophysique, en fait, c'est l'application du mécanisme à la médecine. Ça veut dire que l'organisme humain va être appréhendé comme une machine. Voilà. Et puis ensuite, on a la révolution industrielle. Donc là, l'exploitation de la nature, bien sûr, prend d'autres dimensions. On assiste à des ravages impressionnants sur notre environnement. On va toujours plus loin dans le matérialisme. Et puis en plus, au 19e siècle, on commence à avoir le développement de la médication chimique. Donc ça aussi, ça va influer sur l'évolution de la médecine. Et puis je pense que la dernière étape, c'est maintenant, c'est-à-dire l'ère du numérique et du transhumanisme. Avec un numérique qui nous coupe encore plus de la nature, hein, on passe nos journées devant des écrans, et le transhumanisme
qui essaye à tout prix de nous faire échapper aux lois de la nature, hein, en particulier la mort. Et bien sûr que tout cela se retrouve en médecine. Donc, si aujourd'hui la médecine allopathique domine, c'est bien sûr parce qu'on est dans une époque où le matérialisme et l'empirisme dominent. Donc, on a perdu cette approche holistique. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire marche arrière? Je pense qu'on fera forcément marche arrière si on a envie de survivre. Après, est-ce qu'on en a envie? En fait, pour moi, il y a vraiment ces deux options de soit le progrès, soit l'harmonie. Soit on continue à traiter la nature, notre environnement, les autres animaux comme des choses à notre service. Et dans ce cas-là, on va continuer à aller de plus en plus loin dans l'exploitation de la nature, notamment grâce à la technologie. Et on continuera à penser que l'univers entier a été fait en vue de l'homme seul qui est le roi du monde. Je pense que si on fait ce choix-là, on va disparaître à plus ou moins long terme, hein, parce qu'on voit bien que qu'on n'échappe pas en fait aux lois de la nature. Chaque fois qu'on les transgresse, on le paye. Et ce qui est vrai au niveau de la planète, on le voit aussi au niveau de notre corps, hein. Si on respecte pas les lois de de la physiologie, en fait, on tombe malade. Mm, mm. Et soit autre option, ben, l'harmonie, on revient à une relation d'harmonie avec la nature et les autres vivants. Et là, on retrouve cette situation qui permet la pleine expression de la force vitale, c'est-à-dire la santé, et la santé sur tous les plans. Et là, je pense vraiment qu'il n'y a rien d'irrémédiable en fait. Même si on voit tous les dommages qu'on a causés à la nature, mais euh, je pense que si on retrouve l'harmonie, tout va retrouver son équilibre. Mais il faut faire ce choix-là. Donc, je ne sais pas si à court terme, les gens ont envie d'un retour à l'harmonie, mais je pense qu'on va arriver à un moment où, de toute manière, il faudra se soumettre aux lois de la nature, à degré ou de force, en fait. Mhm, mhm. Et effectivement, quand on parle de prévention des dysfonctionnements de la santé, bah, ça s'applique à nous, les êtres humains, au travers de notre mode de vie, mais également, comme tu dis, aussi à la nature qui nous entoure, aux animaux, à travers la réduction des polluants divers. Est-ce que tu sais si c'était une préoccupation à l'époque d'Hippocrate? Est-ce qu'il y avait déjà à cette époque des personnes qui protestaient contre une dénaturation du monde ou contre la dégradation de la nature? Alors, non, en fait, il y avait pas de personnes qui protestaient parce que, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait pas de dénaturation du monde. Il n'y avait pas cette dégradation de la nature. En fait, la Grèce antique considère qu'on est une partie du tout. Donc, quand on a cette conception, et l'écologie va de soi. Et c'était une civilisation qui recherchait l'harmonie, l'équilibre, la beauté. On avait une religion païenne qui honorait la nature, ce qui veut dire que ça n'avait rien d'anodin de tuer un animal ou même d'abattre un arbre. Et on avait toute une nature qui était peuplée de divinités. On avait des dryades dans les chênes et qui mouraient avec eux si on venait à les abattre. Il y avait des naïades dans les rivières, des méliades dans les frênes, des oréades dans les montagnes. On avait des sanctuaires où il y avait des bois sacrés avec des eaux sacrées, des sources sacrées. Donc on a cette religion païenne qui est aussi une religion de la nature. On avait cette philosophie qui appelait à un bonheur simple, hein, donc c'est cette absence de trouble, cette parfaite tranquillité de l'âme, et qui appelait hein, cette philosophie qui appelait à vivre en fait selon les lois de la nature et pas contre. Et donc, comme je disais, il y avait un art qui imitait la nature et qui imitait, qui célébrait l'harmonie de la nature. Euh, donc, par exemple, hein, dans la sculpture, on avait l'application du nombre d'or, mais le nombre d'or, ça vient de la nature, en fait, hein. Donc, la nature était la grande inspiratrice de l'art. Et on avait tout le temps hein, dans le monde gréco-latin cette vénération de la nature. Mm. Et ce souci de vivre en harmonie, je pense aussi que ce souci peut se noter dans le fait que on avait, on avait l'idée de garder une population stable, par exemple. Euh, on s'inquiétait du surpeuplement. On avait des philosophes qui pouvaient préconiser, comme Platon, hein, une limitation des naissances
pour toujours rester dans un état d'équilibre. Alors que ça, c'est totalement à l'opposé de la vision contemporaine, hein. Nous, on a l'idée que on doit se multiplier à l'infini parce qu'on doit consommer à l'infini, mais tout en oubliant qu'on est dans un monde fini avec des ressources limitées. Mais, mais on a cette vision-là. Alors, je pense que cette époque-là, hein, l'époque d'Hippocrate, l'époque de la Grèce classique, est plutôt un modèle d'écologie dont on devrait s'inspirer. Est-ce qu'il y avait des personnes végétariennes ou véganes à l'époque? Vegan, non. Vegan, non, parce que enfin, se passer du cuir et de la laine à l'époque, ça aurait été un petit peu compliqué. Mais végétarienne, oui, par contre. Oui, 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 bien sûr. Il y avait des philosophes végétariens, bah, comme Pythagore, par exemple, hein. Pythagore, d'ailleurs, qui pratiquait beaucoup la communication animale. Il parlait avec des ours, avec des bœufs. Euh, il y avait des philosophes végétariens, le Porphyre aussi, hein. Mais par contre, c'était pas, on n'allait pas dans le dogmatisme. Mais oui, il y avait des végétariens, bien sûr. D'après toi, pourquoi est-ce que la naturopathie n'est pas plus connue et reconnue par les autorités de santé alors qu'elle n'est basée que sur le bon sens et sur le fonctionnement du corps humain? Bah, je pense que c'est parce qu'elle est basée sur le bon sens, justement, hein. Je pense que c'est un problème. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est basé sur le bon sens dans notre société? Euh, En fait, le problème, c'est que c'est un bon sens qui est extrêmement transgressif. Alors pourquoi c'est extrêmement transgressif? Parce que alors on peut constater par exemple l'existence, enfin la manifestation de la force vitale. Si je me fais une entaille, tout mon organisme va concourir à guérir cette plaie. C'est du bon sens de le remarquer. C'est du bon sens aussi de remarquer que mes émotions vont avoir une influence sur mon organisme. Mais c'est un bon sens qui veut dire qu'alors il y a une intelligence du corps. Et cette idée d'une intelligence du corps, c'est inacceptable dans une vision matérialiste du monde. Et c'est pour cela que le bon sens est transgressif, en fait. Ce bon sens, c'est la force vitale, mais oui, on n'est pas du tout dans une société qui est vitaliste. Mm. Et donc, comment tu vois l'avenir de la santé préventive là? Est-ce que tu es optimiste? Bah, c'est un peu comme quand tu me dis si on peut faire machine arrière. Euh, je pense que sur le long terme, il faudra y revenir. Sur le court terme, c'est le choix des gens en fait. C'est comme tout, c'est un choix de consommation. Est-ce que les gens ont envie de soutenir ça ou pas? Est-ce que les gens ont envie de suivre les lois de la nature ou de continuer cette marche vers un soi-disant progrès qui va à l'encontre de toutes les lois de la nature? Malheureusement, je crois qu'on est assez minoritaire dans ce domaine-là pour le moment. Mm. Est-ce que justement l'écriture de ce livre a changé ta manière de pratiquer la naturopathie ou tes autres pratiques? Euh, oui, ça l'a changé parce qu'en fait, au début, bah, j'avais une approche beaucoup plus physique, c'est-à-dire vraiment centrée sur les techniques physiques, notamment l'alimentation. Et puis, je me suis rendu compte que ça avait aussi ses limites. Et que vraiment, si on voulait aller plus loin, si on voulait permettre un changement de vie, il fallait avoir cette démarche holistique, hein, qui prend en compte tous les plans de l'être. Et c'est pour ça que j'ai rajouté toutes mes autres pratiques. Donc oui, ça l'a changé et ma pratique évolue constamment en fait, hein. Mm. Alors justement, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu prévois d'écrire un autre livre, par exemple? Alors, je suis déjà en train d'achever un autre livre, donc Ah, c'est un non pas pour scoop. voilà, c'est un scoop, mais c'est pas un livre de naturopathie. En fait, là, je suis en train d'achever un roman. Pour moi, ça fait partie de l'hygiène de vie aussi, hein, d'avoir une pratique artistique. Je pense que c'est absolument essentiel
le plan émotionnel et le plan spirituel. Donc là, et puis pour moi, bon, évidemment, c'est un roman qui parle d'antiquité, hein. Donc c'est une autre manière de transmettre la vision antique du monde. Avec mon livre sur la naturopathie, je l'ai fait plus d'une manière qui fait appel à d'une manière intellectuelle, hein, qui fait appel à la réflexion. Là, c'est plutôt l'idée de transmettre sur le mode de la sensibilité. Mm. Et du coup, il sortira quand ce livre alors? Bah, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Ok. Ça dépendra des Bon, on muses. tiendra au courant. Ok. C'est ça. Quel est ton meilleur souvenir dans ta pratique de la naturopathie, pour toi ou pour les autres? Bah, moi, mon meilleur souvenir, c'est quand les gens me disent que la mise en œuvre des conseils ont changé leur vie, hein. Bon, je me souviens d'une dame qui m'avait dit exactement ça, que ça avait changé sa vie. Et bah, ça, pour moi, c'est le meilleur, hein. Mm. Après, j'avoue que j'aime beaucoup aussi les soins aux animaux, hein, parce que Ah oui, alors, ouais. je fais pas de naturopathie animale, hein, mais par contre, je fais des soins énergétiques et du conseil en élixir pour les animaux. Et puis, ça donne des résultats impressionnants, hein. J'ai un souvenir comme ça avec un chat qui devait être euthanasié et puis qui finalement c'est très bien rétabli, hein. Ouais, intéressant. Et avec les chevaux aussi, tu disais que avant l'entretien, tu me disais que tu avais une passion pour le cheval. Alors malheureusement, j'ai pas des clients chevaux, j'aimerais bien, mais pour le moment c'est plutôt c'est plutôt chien et chat. Mais D'accord. j'aimerais beaucoup, oui, j'aimerais beaucoup travailler avec des chevaux, mais oui, les chevaux c'est une grande passion depuis toujours, ouais. On approche de la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander pour prendre soin de sa santé, à part ton livre? Alors à part mon livre, je dirais il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est le livre du docteur Bach, La guérison par les fleurs. Je l'aime beaucoup parce que pour moi le docteur Bach c'est vraiment un pont entre la pensée antique et notre vie contemporaine. Donc, la première partie de ce livre s'appelle Guéris-toi toi-même. Et bah, c'est une claire référence au Connais-toi toi-même de l'Antiquité, hein, qui était un précepte de sagesse gravé au sanctuaire de Delphes. Et effectivement, le docteur Bach reprend la vision antique du cosmos et cette vision de l'homme comme une partie du tout. Et je trouve qu'il a un discours qui correspond très bien à notre situation contemporaine, euh, où il montre les limites du matérialisme dans le domaine de la santé et où il nous rappelle que la cause première de la maladie n'est jamais matérielle. Bon, pour moi, c'est un livre vraiment incontournable et puis il est très simple, il est très accessible. Donc Hmm. ça c'est vraiment le livre que je recommande et puis il propose des solutions très pratiques avec les élixirs floraux, hein. Ouais, tout à fait. Alors pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à nous partager qui nous aiderait à rester en bonne santé le plus longtemps possible? Alors, je vous conseille le conseil que je donnerais, ça serait se relier à l'harmonie. Alors, quand je dis se relier à l'harmonie, ça peut être se relier à sa propre puissance créatrice. Ça peut être aux œuvres de l'art et aussi, bien sûr, à l'harmonie de la nature. Se relier à l'harmonie parce que ça permet de nourrir son âme. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important pour la santé. On parle tout le temps de nourriture matérielle, mais le plus important, c'est quand même nourrir la partie immortelle de soi, la partie sacrée en soi, hein. Je pense qu'on a tendance, mais c'est normal, on est dans une société matérialiste, on a tendance à beaucoup trop surestimer le plan physique. Alors le physique, c'est important, c'est une base importante, mais ça reste qu'une base. Donc je pense qu'il faut vraiment nourrir notre âme par la beauté, par le sublime, par tout ce qui élève, par tout ce qui enthousiasme, et qu'il faut être transcendé par quelque chose qui nous fait devenir meilleur. Alors ça peut être une passion, ça peut être un idéal, ça peut être une mission ou une cause pour laquelle on a envie de se battre. Mais je pense que c'est la nourriture qui est vraiment essentielle, parce que sinon on est vide, et il n'y a rien de pire pour la santé que le vide existentiel. Alors voilà, ça serait mon conseil, se relier à l'harmonie.
Ok, génial. Ben, merci pour ce conseil de bon sens. Merci Anne d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter. Avec plaisir, j'invite les auditeurs et les auditrices à se procurer ton livre Aux sources de la naturopathie, aux éditions Néo Santé, c'est ça? Néo Santé, oui. Voilà. Et puis à se rendre sur ton site aussi pour en savoir plus sur tes activités. Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors, on peut prendre rendez-vous sur Médoucine en cherchant Naturokos, Naturokos avec un K, comme en grec ancien. Naturokos à cause de l'île de Kos, ou via mon site naturokos.com. D'accord, bon, on le mettra en descriptif de toute façon. Ça marche. Super, bah écoute, merci beaucoup Anne. Je te souhaite une bonne fin de journée. Prends soin de toi et puis bah écoute, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprécier cet entretien et que cela vous aura peut-être donné envie de lire le livre d'Anne. Comme ni Anne ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.